Qu'est-ce qu'on entend? On en a parlé ici. Par génération numérique, est-ce que ce sont celles qu'on appelle la génération Z? Alors c'est vrai, qu'est-ce qu'on fait après? Après Z, il y a quoi? Celles qu'on appelle les digital natives, qui sont nées avec l'ère digitale. Est-ce qu'il s'agit, Emmanuel Etis en a parlé, d'une affaire de génération? Est-ce que c'est pas, au fond, un ensemble plus large qui réunirait tous ceux qui partagent à travers les réseaux sociaux une sorte de mot d'ordre, de philosophie, une sorte de nouveau cogito, vous savez, cogito ergo sum, je pense donc je suis, deviendrait je partage donc je suis. Et qu'est-ce que ça voudrait dire? Ensuite, est-ce que ce partage est un partage de culture? Est-ce que ce partage est une création culturelle? Est-ce qu'on peut stimuler cette création au-delà du partage? Et dans un monde numérique, où a priori prime le virtuel, l'immédiat, est-ce qu'on peut déboucher sur une transmission à long terme? Ou est-ce que, au fond, l'immédiateté ne suffit pas? Et enfin, j'en termine par là, une civilisation, une culture, peut-elle faire l'économie des traces qu'elle laisse? Car si l'on parle encore aujourd'hui de la Renaissance ou de la Rome antique, c'est bien par les traces que ces cultures ont laissées, dans l'architecture, dans l'art, dans la littérature, dans le code civil, dans la langue, le mot forum. Si on parle encore de cette civilisation maya qui nous obsède encore jusqu'au 12 décembre 2012, est-ce que ce n'est pas à cause de ces traces que cette culture a laissées, ces temples impressionnants ou ces fameux codex? Bref, on voit que la question est complexe, parce qu'elle en soulève d'autres, et pour tenter d'y répondre, on va procéder par méthode et entendre divers intervenants. D'abord, on entendra Philippe Torres, qui dirige depuis 2007 le département études et conseils de l'Atelier, qui est la cellule de veille technologique du groupe BNP Paribas, et qui va nous présenter les résultats de l'étude de cet atelier, à partir de 2 enquêtes inédites sur l'utilisation et la consommation culturelle des 15-25 ans, et qui répondra à vos questions. Ensuite, nous aurons un échange entre les étudiants de l'Université d'Avignon, et ici présent, Laura Cerdan, qui est étudiante, Julien Lévesque, ils viendront, donc je les représenterai, qui est artiste, qui utilise beaucoup le numérique, et Ramatassi, étudiante à la FEMIS, école de cinéma, qui m'accompagnera d'ailleurs pendant toute cette session. Ensuite, on passera à un moment de réflexion, un autre moment, et je vous avoue qu'on a un peu rebattu les cartes, parce qu'il y a eu quelques imprévus, des gens qui étaient prévus et qui, malheureusement, ont été indisponibles. Et ça va être très intéressant, on va voir comment les générations numériques sont perçues par les entrepreneurs, les acteurs de la vie économique. On a la chance d'avoir avec nous ce soir un hacker et activiste, Jaromil, 3 industriels, acteurs du numérique, 2 du monde ancien qui est en pleine mutation, 2 patrons de groupes de presse, qui sont Georges Sanero, le président du groupe Bayard, et Philippe Carly, directeur général du groupe Amaury. Amaury, c'est le Parisien aujourd'hui en France, ou l'équipe, évidemment. Et puis nous aurons quelqu'un, un patron, un président, un entrepreneur, d'une, a priori, nativement numérique, puisque c'est le patron de Deezer, Axel Daucher. Mais tout de suite, je vous demande d'accueillir Philippe Torres et Joséphine Dussol, étudiante à l'Université d'Avignon en stratégie du développement culturel, qui, Philippe, vous questionnera après votre présentation. Vous placez où vous voulez. On vous a donné la petite commande pour vos... Voilà, vous avez la commande pour les slideshows. C'est moi qui prends la parole? Ben oui, c'est à vous maintenant. Bonjour à toutes et tous. Je suis très heureux également d'être présent parmi vous et avec toute l'équipe du Forum d'Avignon, avec le laboratoire d'idées, tous les partenaires qui ont participé avec l'atelier à réaliser cette étude. Donc je vais vous présenter les principaux résultats. Voilà, je ne suis malheureusement plus moi-même un presque 15-25 ans, parce que j'en aurai 48 à la fin de l'année, et je le regrette. Mais je vous avoue qu'il m'arrive de temps en temps de me réveiller la nuit, et je mets quelques secondes avant, parfois, de savoir si j'en ai 15, 25, 35 ou 45. Donc les chiffres que je vais vous présenter, ce ne sont pas des chiffres que je vous demande, que je vous demanderai ou que je vais essayer d'utiliser pour vous convaincre qu'ils sont bons ou pas bons. Simplement, ces chiffres existent et j'espère que vous aurez l'opportunité de vous en servir, soit dans vos réflexions, soit dans vos travaux d'étudiants pour les années qui viennent. Alors commençons, si vous le voulez, tout de suite par la première planche, qui est une planche qui explique un peu la méthodologie. Nous avons utilisé le cabinet GFK,
qui est un cabinet qui mène des enquêtes au téléphone et en ligne. Et en l'occurrence, nous avons interviewé 500 étudiants en ligne, donc sur Internet, un questionnaire Internet, 500 étudiants dans le monde, répartis en 5 pays en fait, les États-Unis, la France, l'Allemagne, l'Inde et la Corée du Sud. Donc 100 étudiants par pays, ce qui nous a permis d'établir des statistiques, mais des statistiques qui ont leurs limites, c'est-à-dire on ne va pas pouvoir aller très loin en termes de segmentation par pays des résultats qu'on va vous présenter. Nonobstant, les résultats qu'on vous présente sont suffisamment homogènes entre eux et présentent suffisamment aussi de différences pour nous permettre d'en tirer un certain nombre de conclusions sur la façon dont les jeunes dans le monde utilisent le numérique pour accéder à la culture. Alors, les jeunes ont le choix dans la façon dont ils peuvent accéder à la culture en ligne. Et ils ont le choix et ils ne font pas forcément le choix. En fait, ils utilisent tout ce qui se présente à eux. Je vous le décris de la façon suivante, avec un premier constat, c'est que ça fait 20 ans maintenant que l'Internet se déploie, que les systèmes numériques de masse sont utilisés par le très grand public, par centaines de millions, par milliards de personnes aujourd'hui, plus de 2 milliards pour l'Internet. Et pourtant, quand on demande aux jeunes par quels moyens ils accèdent à la culture, le moyen préféré des jeunes aujourd'hui, c'est d'abord le réseau de proximité. Ce réseau de proximité s'entend ma famille, mes amis, mes collègues, mes copains d'université, etc. Donc ça veut dire que, regardez ces scores, ils sont impressionnants. Plus de 87% des jeunes disent effectivement utiliser Internet pour accéder à la culture. Ça ne les empêche pas de continuer à accéder naturellement, le plus naturellement du monde, à la culture quand c'est possible, c'est-à-dire en famille par exemple. Voilà, donc je vais passer les autres résultats, mais vous voyez bien Internet dans ces scores-là, dans ces résultats-là, Internet passe devant la télévision, mais regardez le score de la télévision, il est impressionnant, 84% des jeunes utilisent la télévision. Regardez le score des réseaux sociaux, qui est, je dirais, qui a très fortement progressé ces dernières années, et ces chiffres vous permettent aussi de modérer ce qu'on pense aujourd'hui des réseaux sociaux. Donc les réseaux sociaux vont progresser probablement très fortement, parce que regardez sur les barres rouges, ce qu'on mesure dans les barres rouges, c'est les usages fréquents, c'est-à-dire les usages plutôt intensifs. Ça nous a permis dans notre étude, c'est notre méthodologie, de dire que même si aujourd'hui, effectivement, les réseaux sociaux sont encore devant la télévision, il y a probablement un phénomène d'adoption sur les usages les plus fréquents qui fait que dans les années qui viennent, les réseaux sociaux pourraient passer en préférence devant la télévision et peut-être probablement un jour devant Internet, devant les autres applications Internet. Voilà, donc quand il s'agit d'accéder à la culture, c'est d'abord les moyens de proximité spontanés, non digitaux, si je puis dire, qui sont préférés. Alors, ensuite, on a posé la question de savoir quels usages on faisait des contenus culturels auxquels on accède. Et là, vous allez voir, c'est intéressant aussi, c'est que là encore, premier constat, les méthodes classiques l'emportent. Quand on demande aux jeunes comment vous partagez la culture, mais la culture, ça se partage entre amis, ça se partage sur les bancs d'un amphithéâtre, ça se partage à table, ça se partage dans la cour de récréation, etc. C'est d'abord comme ça qu'on partage la culture, c'est en parlant. Partager la culture, ça ne veut pas forcément dire j'ai pris un truc de manière illégale sur Internet et je te le file et puis voilà, salut. Non, c'est pas ça. Partager, c'est faire référence à, c'est parler, c'est critiquer, c'est liker, c'est aimer, etc. Et là encore, ce sont les moyens les plus spontanés et naturels qui l'emportent, même si effectivement les moyens digitaux arrivent en force, si on peut dire. Subtilité importante, à mon sens, c'est que pour partager la culture, les réseaux sociaux, donc les nouvelles générations de ces technologies digitales, celles qui ont été construites pour partager, construites pour échanger, l'emportent logiquement en popularité par rapport aux technologies plus anciennes. Voilà. Donc si on progresse dans la présentation, on s'est posé la question avec le laboratoire du Forum d'Avignon de savoir quels étaient les contenus auxquels les jeunes accédaient principalement en ligne. La musique est toujours le contenu préféré. Donc on nous dit depuis plusieurs années que c'est la vidéo qui est le plus utilisé, certainement en volume, mais en tout cas en préférence, c'est-à-dire en popularité. Aujourd'hui encore, c'est la musique, le média le plus populaire. Je vous laisserai regarder ces résultats dans les détails. Et vous voyez que la courbe, enfin les résultats en termes d'usage fréquent respectent cet ordre de préférence
du moins à l'échelle mondiale de notre panel, ce qui n'est pas le cas par pays. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la musique est le média le plus important. Regardez un résultat intéressant, celui du milieu, les jeux. Les jeux sont devenus en quelques années effectivement un type de contenu qui prend de l'importance auprès des jeunes. Et regardez aussi par exemple les livres. C'est pas parce que les livres arrivent en dernière position que ce n'est pas, que ça ne reste pas un type de contenu important pour les jeunes. Donc encore une fois, ce sont des chiffres qu'on a classés par ordre de préférence. Ce ne sont pas des chiffres qui disent, et à aucun moment dans notre étude, que les livres sont un truc qui n'intéresse pas les jeunes aujourd'hui. Je vois que Régis Debray prend des notes là. Vous le rassurez. Alors, accéder aux biens culturels, d'abord pour partager. Voilà, ça c'est un des constats qu'on a tirés de notre étude, effectivement. C'est que... attendez, oui, d'abord pour partager. Le message qu'on voulait porter ici, c'est de dire on accède à des biens culturels, vous l'avez vu, pour y accéder, pour en prendre connaissance, pour les découvrir, et immédiatement après, il y a un mécanisme qui s'enclenche de plus en plus vite aujourd'hui et quasiment spontanément, et c'est natif, comme on dit sur les réseaux sociaux, c'est qu'on en fait quelque chose, et ce qu'on en fait très vite, c'est partager. Et encore une fois, partager du contenu culturel sur Internet aujourd'hui, ça peut être juste liker, ça peut être juste dire j'aime ou j'aime pas, ou commenter. Ça peut être, quand j'utilise de la musique, on va le voir tout à l'heure, ça peut être créer des listes, créer des playlists et les partager pour les partager avec ses amis d'ailleurs. Et c'est probablement ce qui explique cet ordre de classement-là, c'est-à-dire la façon dont les jeunes dans le monde préfèrent accéder à ces contenus culturels. Typiquement, aujourd'hui, on préfère accéder au contenu culturel directement en ligne, parce que les technologies le permettent, mais parce que aussi cet accès direct en ligne, par opposition à l'accès où je dois d'abord m'approprier le contenu, le télécharger, l'accès directement en ligne facilite de manière native, encore une fois, le partage et l'échange avec les autres. Plus facile de renvoyer un lien depuis une page Facebook ou un Twitter vers un site où je peux écouter la musique que d'abord m'approprier le fichier et ensuite l'envoyer un par un à mes amis ou via des listes que je dois gérer. Voilà, donc plus d'appropriation culturelle comme on pouvait l'entendre dans la génération précédente. Ça ne veut pas dire qu'elle n'existe plus. Encore une fois, regardez les scores. Hein. Vous voyez que le téléchargement, downloading en anglais, existe et il est toujours bien présent. On est juste en train de mesurer à l'atelier qu'une tendance s'est dessinée, et probablement dans la deuxième partie des années 2000, et qu'elle a dépassé l'ancienne tendance, et que cette tendance est probablement, un des moteurs de cette tendance, est probablement cette notion de partage des biens culturels. Voilà. Et on va... alors, il y a probablement un point intéressant, parce que tout à l'heure, on disait 83% des jeunes disent ça devrait être gratuit. On l'a vu, ils utilisent des mécanismes qui permettent à la gratuité de rester légale, c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'ils considèrent que c'est gratuit qu'ils considèrent qu'il ne faut pas respecter les droits d'auteur ni les rémunérer. Et d'ailleurs, dans les questions qu'on a posées, c'est bien les réponses qu'on a eues. C'est d'abord, majoritairement, les jeunes se sentent concernés par les droits d'auteur. Alors quelqu'un avait remarqué que concerné en anglais, ça peut être perçu positivement ou négativement, c'est vrai. C'est vrai, mais ça veut dire qu'il y a bien une importance auprès des jeunes de ce que représente le droit d'auteur. Et quand on va un peu plus loin, alors je vais pas entrer dans tous ces détails, mais ce qu'on voit en gros ici, c'est que les barres bleues et rouges rassemblées donnent la moyenne des jeunes qui se sentent concernés, y compris par pays, par ces questions de droit d'auteur. Et quand on pose ensuite la question... sur les droits d'auteur, les lois qui sont en vigueur dans leur pays, effectivement, ils sont un peu plus critiques, ils sont un peu plus nuancés et certainement aussi un peu plus mitigés dans leurs réponses, parce qu'ils ont probablement des avis plus critiques, hein, c'est certain. Mais en tout cas, à la fin de la journée, comme on dit chez les anglo-saxons, globalement, ils sentent que c'est un sujet important. Et autre constat qu'on a fait aussi dans cette étude, c'est que les distinctions entre différents systèmes, copyright, pour ne pas les nommer, et le droit d'auteur qu'on connaît bien en France, elles sont floues
dans l'esprit des jeunes, et pas que des jeunes hein, d'ailleurs. Elles sont floues probablement parce que d'un point de vue de l'applicabilité de ces principes, il y a eu un certain nombre de réglementations qui les font converger finalement dans les faits aujourd'hui, et que ce flou-là, il ne permet pas aujourd'hui aux jeunes de dire de manière, avec une grande certitude quel est le système en vigueur dans leur pays. Ça, c'est un constat. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Vous voyez que ça peut, d'une certaine façon, être plutôt bien parce que ça va nous permettre d'unifier des systèmes qui étaient perçus comme des systèmes, je dirais, antagonistes. Mais ça peut aussi induire des usages un peu limites, dans la mesure où si je ne sais pas ce que représente le droit d'auteur, ni même pourquoi il a été construit, je peux être amené à utiliser les contenus culturels en dehors des limites de ce qu'il est possible de faire, même si je les ai acquis légalement et si je les ai payés. Voilà. Donc ça, c'est important éventuellement en termes d'usage, et notamment pour les usages dont on va parler maintenant, c'est-à-dire l'aspect création de contenu par les jeunes en ligne. Donc, dans le numérique, il y a ce qui existe, j'achète ou j'accède et je partage des biens culturels qui existent, et il y a aussi la possibilité de créer des biens culturels. Donc ce tableau récapitulatif par pays nous indique les 3 principaux usages auxquels les jeunes participent sur Internet hein, quand il s'agit d'utiliser les contenus digitaux. D'abord, j'y accède pour moi-même, ensuite je partage et éventuellement je crée. Et regardez, alors cet ordre est respecté dans tous les pays, mais pas dans les mêmes proportions. Il y a un score, il y a un chiffre qui est assez impressionnant, c'est ce qui est en train de se passer en Inde aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en Inde, aujourd'hui, plus de 2 fois que les États-Unis, on a pris l'habitude de partager les contenus culturels quand on y accède. Et en ce qui concerne la création, c'est 3 fois plus que la France, et c'est aussi 2 fois plus quasiment que les États-Unis. Donc il y a probablement des usages qui se sont mis en place en Inde. Notre étude ne dit pas pourquoi ni comment, mais probablement des usages qui se sont mis en place en Inde et dans d'autres pays, certainement, qui font que on est peut-être en train d'assister à quelque chose dans la fameuse génération digitale, la fameuse génération X ou Y, quelque chose qui serait peut-être à terme la naissance d'une classe moyenne par pays, dans certaines régions du monde, plus créative que dans d'autres, pourquoi pas. Jusqu'à présent, on avait cette notion de creative class qui a été créée un peu, qui a été théorisée au début des années 2000 et qui expliquerait, selon certains, pourquoi certaines villes sont plus dynamiques que d'autres en ce qui concerne l'économie et le développement des arts, etc. Mais c'est une notion assez élitiste, finalement, la creative class. Il est peut-être en train de naître à l'échelle mondiale une classe moyenne ou des classes moyennes qui seraient plus créatives que d'autres également. Voilà, ça c'était pour conclure maintenant cette présentation. Juste en 2 mots, hein, dire que la créativité, elle s'applique vraiment à tous les types de contenus, y compris ceux qu'on n'attendrait pas forcément. Donc on comprend qu'on soit capable de créer des photos, des images, des vidéos, tout le monde le fait. C'est moins évident pour la musique. Et pour les livres. Et pour les livres. Mais enfin bon, on va dire, pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Pourquoi pas écrire un livre et peut-être même le mettre en forme avec un logiciel. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a vraiment, ça s'applique à tous les contenus, y compris aux jeux d'ailleurs, et ça va très loin parce que développer un jeu, c'est écrire un programme hein, aujourd'hui. Donc on est vraiment en train, parce que c'est ludique, parce qu'on partage, etc., de prendre des habitudes au niveau des jeunes dans le monde et de manière massive, des habitudes qui auront, c'est certain, des impacts en termes de développement économique, en termes de développement de nouvelles industries. Nicolas Sédou l'a dit tout à l'heure, hein, ce sont des classes de jeunes qui créent leurs propres outils, qui vont créer leurs propres applications, qui créent leurs propres métiers. Enfin, blogueur, ça n'existait pas il y a 15 ans, quoi. Voilà, donc on en est là aujourd'hui, et probablement, à notre sens, hein, la raison de tout ça, ce sont ces fameux logiciels, ces fameuses applications qui sont données gratuitement par les leaders du digital. Ça coûte plusieurs millions de dollars de développement et d'entretien par an. Ces applications vous sont données gratuitement, vous les utilisez gratuitement et vous créez des choses avec. Voilà. Et en particulier avec l'avènement des réseaux sociaux, hein, Facebook, 1 milliard d'utilisateurs, autant que Google.
eh bien, sur Facebook, quand vous téléchargez une application et que vous créez du contenu avec, nativement, c'est-à-dire par conception de l'application, ce que vous êtes en train de créer sera partagé, sans même qu'on vous pose la question, ou alors on vous l'a posé une fois, que vous en ayez conscience ou pas, et souvent vous en avez conscience. Dès que vous partagez, vous créez une photo avec une application que vous avez téléchargée ou par Facebook, eh bien vous êtes en train de créer du contenu que vous allez partager avec les autres. Voilà, je pense qu'on va s'arrêter là. Il y a plein de pistes que vous ouvrez, de toute façon on va creuser ça tout au long de la soirée. Merci beaucoup Philippe Torres.